Bonjour à tous. Alors si vous regardez cette séquence, ce segment, vous êtes sûrement en train de regarder la rediffusion du live LinkedIn de In-Situ en partenariat avec Number. On a préparé juste avant avec Laurent et Cassandra, surtout Laurent d'ailleurs qui est là du coup. On va pouvoir répondre à toutes vos questions pendant ce live. Vous allez pouvoir aborder tous les sujets finalement autour de la clôture comptable. On va parler de comment gérer les charges, comment optimiser finalement les différents impôts qui vont arriver à la fin de l'année. N'hésitez pas à reposer vos questions après ou là maintenant, si vous êtes déjà prêt pour démarrer ce live en direct avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions, on sera très content de vous voir. Je mets la petite vidéo de démarrage et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Alors, la vidéo, elle est là.
Bonjour à tous, et encore, je suis content que vous soyez là encore pour cette semaine. Merci d'avoir dit bonjour dans le chat. Si vous avez dit bonjour dans le chat, merci à ça. N'hésitez pas à dire bonjour, d'ailleurs en commentaire, simplement pour nous dire que vous êtes là. Ça nous intéresse cette semaine de savoir finalement qu'est-ce qui vous a attiré dans ce live-là. Est-ce que vous êtes aussi en train de préparer votre clôture comptable ou est-ce que vous avez une clôture comptable décalée? Quel statut vous avez? Dans quelle ville vous êtes? De manière générale, toutes les questions que vous pouvez vous poser et que vous n'avez pas eu le temps de poser, vous allez pouvoir y avoir une réponse aujourd'hui. Alors, les phrases sont complexes, mais ça va se simplifier au fur et à mesure que le café fait effet, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on reçoit du coup Laurent de Number, donc qui est partenaire avec In-Situ, pour répondre à toutes ces questions. Laurent, je te monte sur la scène, c'est parti. Bonjour Laurent. Salut Damien. Est-ce que tu vas bien? T'as passé une bonne journée? Très bien, très bien. La journée a bien débuté, gentiment. Mais là, je sens qu'il va falloir beaucoup d'énergie pour cette. T'as pas mangé avant, hein? Une petite banane quand même, histoire de caler l'estomac. C'est l'astuce, c'est l'astuce. Là, du coup, dis-toi que les participants sont effectivement tous soit en train de préparer à manger, ou ils vont les manger après, ou quoi. Donc, on les accompagne sur cette fin de journée. Il y en a beaucoup qui sont peut-être en train de finir de faire un truc, etc. Donc, les questions vont arriver au fur et à mesure. Les différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui, finalement, c'est quoi l'enjeu sur la clôture comptable quand on est free, Laurent? Ouais, l'enjeu, ça va être d'anticiper la clôture afin de payer le moins d'impôts possible. Donc ça, a priori, tout le monde est OK sur le principe de payer le moins d'impôts possible. Donc il y a plusieurs astuces, on les verra ensemble. Mais en gros, il y a plusieurs leviers. Il y a augmenter sa rémunération en tant que dirigeant et augmenter ses frais et les charges qu'on pourrait faire passer sur la société. Le tout, c'est de bien doser aussi, de pas trop en mettre pour éviter de se retrouver en perte. C'est jamais bien d'être en perte sur sa société. Le... Du coup, il faut avoir un minimum de revenus. Être en perte, c'est pas bien. Ou tu veux mettre aux réserves tous les ans, c'est quoi le curseur? Ouais, en fait, perte, c'est quand tu as plus de charges que de chiffre d'affaires. Et ce qui peut être embêtant si tu es en perte de plus de la moitié des capitaux propres. Là, tu dois faire des démarches auprès du greffe. Les tiers savent que tu es en perte de moitié des capitaux propres, donc tu as une mauvaise image. En fait, les gens peuvent penser que soit tu gères très mal ta boîte, soit ta boîte ne marche pas. Ouais. Et si tu es 2 années de suite en perte de moitié des capitaux propres, derrière, tu es censé fermer ta société. Donc ouais, il vaut mieux éviter. C'est pour ça que la fin, les dernières semaines, le dernier mois avant la clôture comptable, ça peut être bien d'anticiper pour essayer de voir où on en est et appréhender jusqu'à combien de frais je peux monter pour baisser mon résultat, mais sans me retrouver en perte non plus, quoi. Ouais. Que, c'est quoi les différents contextes qu'il peut y avoir? Déjà, si je suis en portage salarial, là, cette année, a priori, ça, c'est pas du tout un sujet pour moi. Mais je peux m'y intéresser pour l'année prochaine. C'est Ouais. quoi les autres sujets qu'il peut y avoir, les autres contextes qu'il peut y avoir? Ouais, donc en effet, tu le disais, portage salarial. Là, on est salarié de la boîte de portage, donc on a les fiches de paye. Au final, tout est automatisé ou presque. Le salaire est directement déclaré à l'impôt sur le revenu, donc il faut juste vérifier sur sa déclaration d'impôt sur le revenu que le montant qui apparaît est le bon montant. Mais sinon, il y a pas grand-chose à faire. Donc la problématique de l'anticipation du bilan comptable ne se pose pas. Ensuite, quand on est consultant indépendant, on peut être en micro-entreprise. Là encore, la question ne se pose pas vraiment. Il faut juste anticiper en micro les dépassements potentiels de seuil, que ce soit seuil de TVA ou seuil de chiffre d'affaires qui nous ferait basculer en entreprise individuelle au réel dans un autre format. Mais il n'y a pas de bilan en tant que tel. On n'a pas la possibilité en micro de déduire des frais ou une potentielle rémunération. Donc là Ouais. encore, si on est en micro, c'est pas pour nous, le bilan comptable. Donc, on parle de bilan comptable si on est en entreprise individuelle au réel ou si on est sur des formats sociétés. Donc, quand on est consultant indépendant seul associé, ça va être EURL ou SASU. Voilà, dans ces 3 cas de figure, on a une comptabilité à tenir, on doit déclarer un résultat aux impôts. Donc, il y a un enjeu pour que ce calcul du résultat se fasse le mieux possible en essayant d'avoir un résultat le plus faible pour payer le moins d'impôts derrière. Alors, ça, c'est Jérôme qui pose la question, l'impact sur les fonds propres.
Finalement, la majorité des consultants aujourd'hui, ils ont pas beaucoup de capital social. On met aujourd'hui 500, 1000 euros. C'est assez anecdotique le capital social qu'on met sur les sociétés. Exactement, exactement. Ça sert surtout quand on est consultant. Il n'y a pas forcément besoin de mettre un énorme capital social. Peut-être au démarrage, le temps de se faire payer par le premier client, ça peut nous permettre d'avoir de la trésorerie et ça peut être intéressant. Sinon, ça sert pas à grand-chose de mettre 10 ou 20 000 euros de capital social sur ces typologies d'activités-là. Donc, Mhm. c'est pour ça que, en fait, dans l'appréhension des charges à déduire, c'est vraiment couillon d'en mettre trop. Parce qu'en fait, c'est juste une erreur de gestion. Donc, c'est en ça qu'il faut bien anticiper, avoir une vision globale. Parce que au final, quand on sait ce qui se passe sur sa boîte et qu'on peut un peu l'anticiper, il n'y a pas de raison à se retrouver en perte de moitié des capitaux propres. Donc, il faut juste faire les bons calculs et savoir jusqu'où on peut charger la barque. Est-ce il y a encore beaucoup de consultants qui utilisent des SARL ou des EURL, ou est-ce que la SAS aujourd'hui c'est relativement généralisé? Alors, plusieurs cas de figure. En fait, on va retrouver beaucoup de SAS, SASU dans les situations où le consultant était salarié avant et bénéficie du chômage. Donc, a créé Ouais. sa boîte avec le chômage. Dans ce cas de figure-là, en fait, il y a un avantage assez certain de commencer en SASU. Parce qu'en SASU, si on ne se verse pas de salaire, on n'a pas de charge sociale à payer. Et ce qui est le cas quand on a Pôle emploi en parallèle, le deal avec Pôle emploi, c'est de dire je ne me verse pas de salaire. Donc, Pôle emploi indemnise tous les mois sans recalcul les indemnités. Et donc, à la fin, si je ne me verse pas de salaire sur ma SASU, je récupère le tout en dividendes. Et les dividendes en SASU, c'est jackpot si on compare à l'EURL, puisqu'on n'a que 30% à payer. Et dans les Mm. 30%, on a des prélèvements sociaux et de l'impôt sur le revenu. Donc, une fois qu'on a payé les 30% sur les dividendes, après, c'est du net de net dans sa poche, il n'y a plus rien d'autre à payer. Alors qu'en EURL, l'avantage, c'est qu'on est plus faiblement taxé sur la rémunération. On paie des charges sociales à hauteur de 45%, quand en SASU, c'est à 75%. Mais par contre, sur les dividendes, on va payer 45% de cotisation sociale, plus 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc, quand on est dans un schéma où on doit ressortir l'argent en dividende, le URL, c'est pas du tout avantageux. Donc voilà, quand on a un Pôle emploi, plutôt avantage SASU. Par contre, une fois que Pôle emploi s'arrête et qu'on a besoin de se verser du salaire régulièrement, là, on voit plutôt des transformations de société. On va passer de SASU à URL et le modèle va être je maximise ma rémunération pour baisser mon résultat et donc baisser mon impôt. Et là, du coup, on est TNS dans ce cas-là. Exactement. Quand on est en EURL, on est gérant majoritaire et on est travailleur non salarié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est affilié à la sécurité sociale des indépendants et donc on n'a pas forcément la même couverture sociale qu'un salarié cadre. Ouais. Et ça, c'est simplifié aujourd'hui. Le régime des indépendants, il est rattaché à la CPAM quand même. Et, Ouais, ouais, ouais. le régime des retraites était particulier aussi sur le statut TNS avant. Ça, c'est simplifié, ça, aujourd'hui? Oui, ça s'est globalement simplifié par rapport à il y a 5-6 ans où c'était le bazar, pour dire les choses gentiment. Hmm. Il y avait énormément de situations. En fait, c'était des erreurs de la sécurité sociale des indépendants qui s'appelait à l'époque RSI, Régime social des indépendants. Je me rappelle, Euh, quand on appelait le support, ils mettaient de la pub pour acheter des piscines. Je trouvais ça très, très ciblé. Très, très ciblé. ouais, ils étaient forts. Mais malheureusement, ils étaient aussi doués pour faire les appels de cotisation. Il y avait énormément d'erreurs sur les montants de cotisation appelés. Mais ça, c'était la caisse de C'était une retraite. galère à régler. La caisse de retraite, elle anticipait les revenus de l'année d'après. Elle te demandait de payer 4000 euros de cotisation alors que tu n'avais pas fait le chiffre d'affaires encore. C'était compliqué de leur expliquer que tu avais une baisse d'activité ou que tu avais cessé ton activité aussi. Ouais, ça c'est la CIPAV. Là aussi, ça a La changé CIPAV, depuis. c'est ça. Ouais. Ouais. Là, en fait, le régime des indépendants, qui s'appelle maintenant la sécurité sociale des indépendants, s'est rapproché du régime général. Donc, pour le remboursement de frais de santé, c'est directement la CPM qui rembourse. C'est directement le régime général. Sur la partie prévoyance par rapport à un salarié classique, il y a des modalités un peu différentes, mais on est sur des remboursements qui sont plutôt corrects par rapport à ce qu'il y avait Hmm. avant. Et sur la partie retraite, on n'est plus du tout à la CIPAV. On a des points de retraite chez les indépendants directement. Donc là aussi, quand on compare avec euh, l'Agir Carco, les points de retraite qu'on a quand on est en SASU, Ouais. avec le statut cadre, c'est des points de retraite qui sont moins rémunérateurs.
et qui coûtent, qui ont une rentabilité moins forte. Voilà, quand on compare au coût du point et ce que ça nous rapporte une fois qu'on est à la retraite. Mais bon, ils ont le don d'exister. Et en tout cas, sur les appels de cotisation, c'est beaucoup plus facile de moduler en fonction des différences d'activité entre les années. Alors on commence à avoir des questions, hein, je vais les prendre au fur et à mesure. Donc ça, c'est Jérôme hein, qui nous demande finalement comment protéger le bénéfice de l'impôt sans réduire la trésorerie. Et dans la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut faire des crédits d'impôt. La première question, c'est aussi c'est assez complexe. On a envie de faire du bénéfice peut-être pour ajouter aux réserves et sécuriser l'entreprise, mais en même temps, plus on fait de bénéfices, plus on va payer d'impôts sur la société. C'est quoi la solution pour résoudre cette équation, quoi? Déjà, il faut être au clair avec son projet. Si on veut faire grandir sa boîte et qu'on doit investir sur des salariés, sur des machines, si on a des projets d'investissement lourds, là, on va essayer de préserver sa trésorerie et peut-être de garder plutôt en réserve que de charger inutilement en dépenses et en frais. Par contre, si on est sur un modèle plutôt simple, on est consultant IT indépendant. En gros, notre boîte nous sert à facturer, mais voilà, on n'a pas vocation à grandir. Là, on est plutôt sur un modèle où on va maximiser la rémunération pour baisser le résultat et baisser l'impôt à payer. Donc, forcément, on n'aura rien. Ça, c'est en EURL. Il y a plusieurs situations possibles. En EURL, on est plutôt là-dessus. On va maximiser les résultats, la rémunération pour baisser les résultats et baisser l'impôt. Ouais. Et ça ne sert à rien de prendre des dividendes parce qu'on a les 45% de charges sociales à payer comme sur de la rémunération. Alors qu'en SASU, on va avoir un arbitrage un peu différent. L'idée, ça va être de prendre quand même un minimum de rémunération pour valider ses trimestres de retraite et avoir une couverture sociale, mais ensuite maximiser les dividendes pour jouer à fond sur la flat tax, donc les 30% à payer. Ouais. Ouais, elles sont cool tes questions, Jérôme. Merci. Ça nous aide à faire avancer en plus le webinaire, donc c'est cool. Et je suis dans le noir. Aïe. C'est impressionnant. Si tu arrives juste en levant les bras, waouh, et la lumière Non, mais... fut. Et pourtant, on a essayé la télécommande pour dire à la lumière qu'il fallait rester allumé, mais elle n'a pas voulu. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'allais dire Je crois que tu allais reprendre une question de Jérôme. Ben, en fait, j'hésite à sauter sur la question. Attends, on va prendre la question de Jérôme après. On va sauter d'abord sur la question d'Emmanuel d'abord. Parce que Emmanuel, lui, ce qu'il demande ou ce qu'il suggère, alors il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Lui, c'est de créer une holding, une société financière à côté. Et du coup, il a une société d'exploitation qui sert à exploiter les gains et les pertes. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir ce type de montage-là, tu vois, par exemple? C'est des calculs à faire. Après, pour moi, quand on commence à mettre en place cette mini-ingénierie financière, il faut qu'il y ait un projet. Voilà. Si c'est juste pour avoir une holding, remonter les dividendes depuis son EURL et rien faire de l'argent qu'on met dans la holding, au final de se récupérer en dividendes, on se construit une usine à gaz un peu pour rien. Par contre, si, je sais pas, on a des projets immobiliers, on veut faire de l'investissement C'est locatif, ça. voilà, si on a d'autres choses en tête, là, ça peut être intéressant de faire remonter ce qu'on génère sur sa boîte de conseil, sur la holding après qui financera par exemple une SCI pour l'achat de patrimoine immobilier. Là, ça peut être intéressant. Mais voilà, attention, il ne faut pas monter une holding pour monter une holding. Ça n'aura pas trop de sens. Ça va vous multiplier les coûts de structure et les charges un peu inutilement. Donc voilà, si vous le faites, il faut avoir un vrai projet derrière et une vraie stratégie. Ouais, une holding, tout frais compris, ça coûte quand même 1 000 € l'année. Alors, c'est moi qui fais l'estimation au doigt mouillé, donc ça peut être plus, ça peut être moins. Mais le sujet, c'est quand même que voilà, si tu fais 80 ou 150 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas grand-chose. C'est plus sur un chiffre d'affaires qui est à 30 ou 40 000 €, c'est quelque chose, quoi. Effectivement, ça fait une différence. Il faut voir aussi un peu les proportions de volume d'affaires qu'on fait, je pense, dans ce type de montage-là, quoi. Je reviens au sujet de Jérôme qui disait les crédits d'impôt pour la R&D. C'est vrai que nous, en tant que société, on fait du C2I, mais c'est toujours une grande question quand on est freelance, le C2I ou le CIR. Il y a des freelances qui indiquent qu'ils sont certifiés CIR, donc c'est-à-dire que leurs prestations permettent à leurs clients d'obtenir du CIR ensuite. Comment ça marche nous, quand on est indépendant, qu'est-ce qu'on fait comme démarche vis-à-vis des crédits d'impôt?
Bonne question. Alors, pour être totalement transparent avec toi, c'est moins mes sujets, les crédits d'impôt recherche. On sait qu'il faut respecter certains critères. Il y a des dossiers à monter. Et donc là, nous, on a des partenaires qui vont accompagner nos clients qui sont dans ces démarches-là. Et après, c'est vrai qu'on laisse plutôt la main à nos partenaires spécialisés sur ces questions-là. Les freelances, en général, eux, ils font pas de crédit d'impôt parce que c'est eux qui sont prestés pour innover, mais c'est leurs clients qui touchent le crédit d'impôt. Et le système est fait de façon à ce que ce crédit d'impôt soit pas touché 3 fois, quoi. Oui, ça, en fait, quand nos clients veulent être entreprises innovantes et cherchent à avoir des crédits d'impôt, euh, il faut qu'il y ait un projet derrière, il y a un dossier à monter, c'est assez lourd à faire. Ouais. Donc au final, moi d'expérience, c'est plutôt rare. Voilà, c'est vraiment si on est juste consultant indépendant, on rentre pas dans cette catégorie-là. Ouais, parce qu'on preste du service, on fait pas développement de développement ni de produit, quoi. Bon, Exactement. c'est assez normal. Et on a répondu à la question. Et effectivement, il y a des partenaires et des sociétés dont c'est le métier de faire ce type de rescrit, de ce type de dossier, même d'identifier les solutions de financement. Alors, la question de Pierre Boissonnade. Après avoir payé l'impôt sur les sociétés, avant de se verser des dividendes, la société doit-elle payer ses cotisations 15,5%. Je ne sais pas de quelle cotisation il parle, parce que la question est plus claire pour toi, Laurent. Alors, pas vraiment. En gros, si on doit refaire le schéma d'un compte de résultat de société, donc on part du chiffre d'affaires. Ensuite, on va pouvoir déduire tous les frais liés à l'activité. Ensuite, on va retrouver la rémunération du dirigeant. Mhm. Sur cette rémunération, il y aura à payer des charges sociales. Ces charges sociales sont déductibles du chiffre d'affaires. Donc pour l'instant, on a chiffre d'affaires, moins frais, moins rémunération du dirigeant, moins charges sociales. Ben, ça, c'est pour une activité de consultant indépendant sans salarié. Ensuite, on a le résultat. Sur ce résultat, on doit payer l'impôt sur les sociétés. Donc, il y a une première tranche à 15% jusqu'à 42 500 euros de résultat. Et au-delà, on est à 25% d'impôt société. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un impôt progressif. Ce n'est pas parce qu'on dépasse de 1 euro la tranche que tout va être à 25%. Non, sur les 42 500 premiers euros, on est à 15. Et sur ce qui va dépasser, on sera à 25. Donc, une fois qu'on a payé l'impôt société, après, on a un résultat net d'impôt société. Et là, on arbitre entre réserve ou dividende. Si on laisse en réserve, on a déjà payé l'impôt société, donc il n'y a plus rien à payer. Si on le récupère en dividende, donc forcément, ça va être des revenus pour moi à titre particulier, donc ça va générer une fiscalité. Donc la fiscalité sur les dividendes, pour le coup, qu'on soit en EURL ou en SASU, c'est la même chose. Ça va être 12,8% d'impôt sur le revenu. C'est un taux qui est flat, qui est fixe, parce qu'il est décorrélé des autres revenus du foyer fiscal. Ce qui signifie que même si j'ai d'autres revenus sur le foyer qui font que je suis imposé à 41% en tranche marginale, sur mes dividendes, je serai à 12,8. Donc ça, c'est la même chose qu'on soit en URL ou en SASU. Et ce régime fiscal sur les dividendes est le régime de droit qui va s'appliquer. Il faut savoir qu'il y a une petite optimisation à faire sur le régime fiscal sur les dividendes. Il y a une autre possibilité qui est le fait d'être imposé sur le taux du barème progressif. Donc, le taux va être calculé en fonction des autres revenus sur le foyer fiscal. On n'est plus sur un taux fixe. Mais par contre, ce taux va s'appliquer sur 60% des dividendes versés. Mhm. Ça peut être intéressant si on n'est pas beaucoup imposé à l'impôt sur le revenu. On va plutôt opter pour la deuxième possibilité avec le taux du barème progressif qui s'applique sur 60% des dividendes. Cette optimisation-là à faire sur la fiscalité des dividendes, elle doit se faire au moment de la déclaration d'impôt sur le revenu, où vous allez déclarer vos dividendes. Donc là, mettons, vous clôturez au 31 décembre de l'année, le temps de faire le bilan, tout ça. Au mois de mars, vous statuez sur X euros de dividendes. Ces dividendes que vous allez vous verser, en fait, c'est des revenus de l'année 2024. Donc, ils seront à déclarer sur la déclaration d'impôt sur le revenu que vous allez faire en 2025, au mois d'avril-mai. Ouais. Donc Donc les voilà, dividendes, c'est sur l'exercice d'après, quoi. exactement.
En fait, le calendrier n'est pas forcément facile à comprendre parce que ça vient de ce qu'on a réalisé en 2023. Mais vu que les dividendes ont été versés en 2024, c'est des revenus 2024 à l'impôt sur le revenu. Et ça se déclare en avril-mai 2025. Donc, ça fait un décalage temporel assez important. Est-ce que ça a un impact, du coup, si j'ai une clôture décalée, si je ne clôture pas en décembre? Ouais, ça a un impact. Ça a un impact parce que là, on va pouvoir arbitrer. Si je suis en clôture décalée, par exemple, si je clôture, je ne sais pas moi, au 30 juin, souvent les clôtures décalées, c'est sur des fins de trimestre. Donc, je clôture au 30 juin. Je peux me décider de me verser des dividendes sur l'année civile qui va se terminer, ou alors sur le début d'année prochaine. Donc, je peux décider de me verser même un peu sur la fin d'année et le reste sur l'année suivante. Donc, en termes d'optimisation d'impôt sur le revenu, ça me permet peut-être d'étaler un peu plus mes revenus. Donc, là-dessus, ça a un intérêt. Après, la clôture décalée, ça fait aussi qu'on doit déposer plus vite. On n'a que 2 mois pour déposer à l'administration fiscale, c'est ça? 3 mois. 3 mois, ouais. Ouais, c'est ça. En termes de calendrier, classiquement, c'est 3 mois, sauf si on clôture au 31 décembre, ce qui est le cas de, je sais plus, 75 ou 80% des boîtes en France. Et donc là, l'administration est cool avec les cabinets d'expertise comptable, ce qui nous laisse jusqu'au 15 mai pour déclarer. Ouais. Et ce qui n'est pas inutile, quoi, d'ailleurs. Oui, ce qui est oui. plutôt utile, même. Ok, très clair pour moi. N'hésitez pas si vous avez encore des questions dans le chat. On est encore disponible au moins une dizaine de minutes. De manière générale, je voulais savoir finalement une fois qu'on est un petit peu au pied du mur là maintenant, enfin on est un peu au pied du mur, on est au début novembre. C'est quoi les leviers sur lesquels je vais pouvoir travailler le plus les charges? Je vais avoir parce que les frais, je vais les avoir déjà faits. Je peux plus, enfin à part si je vais me payer 3 restos d'affilée ce mois-ci, je vais pas non plus arriver à augmenter les charges énormément, quoi. En plus, ça risque de ressonner vachement comme de l'abus de biens sociaux si je vais faire des gros restos pour rien. Il faut justifier. Ouais, il faut le justifier. Est-ce que je peux travailler finalement sur la CFE, de mettre un peu de plat de mon appart ou de mon chez-moi dedans? Est-ce que je peux décider de changer, par exemple, ma complémentaire santé pour l'année d'après, essayer de réduire pour l'année d'après? C'est quoi les différents leviers qui sont généralement actionnés, quoi? Ouais, alors premier levier, c'est faire un point sur toutes les charges qu'on appelle charges mixtes. Mixtes parce qu'elles sont à la fois pro et à la fois perso. Donc, sans vous faire une liste exhaustive, mais en effet, il y a le loyer. Donc, si on ne l'a pas fait, ça peut être hyper intéressant. Donc, le loyer, pour contextualiser, si je domicilie mon entreprise chez moi, à mon domicile personnel, je vais utiliser une partie de ma surface pour mon activité pro. Donc, ça justifie le fait de passer une quote-part de loyer pour l'utilisation professionnelle de mon domicile personnel. Donc là, plusieurs possibilités. Soit je suis locataire, soit je suis propriétaire. Si je suis locataire, voilà, c'est plutôt simple. On prend le loyer et on applique une quote-part qui est sur surface du bureau, sur surface totale. Sachant que le pourcentage ne peut pas excéder 30%. Au-delà, c'est hyper risqué. Il y a un risque de requalification par l'URSSAF et par les impôts. Donc, voilà, on se cantonne à 30% maximum. Donc ça, c'est si on est locataire. Si on est propriétaire, là, il va falloir calculer un loyer. Donc, on prend le prix à la location du mètre carré dans mon quartier et ça, on le multiplie par la surface utilisée. Encore une fois, la surface utilisée ne peut pas excéder les 30% de ma surface totale. Ouais. Alors, pour être vraiment complet sur la partie loyer, ça reste intéressant. Il faut la déclarer en IR en plus après. Exactement, c'est ça. En fait, ça reste intéressant parce que quand la société va vous rembourser des loyers, vous allez pouvoir récupérer du cash de votre société et ça ne passera pas par la case rémunération. Donc, ça vous évite de payer des cotisations sociales. On paye quand même de l'IR sur les revenus locatifs, du coup. Mais voilà, et vous aurez quand même de l'impôt sur le revenu à payer avec des modalités un peu différentes. Si on est locataire, ça va rentrer dans du micro-BNC, c'est-à-dire qu'on va appliquer une quote-part de 34% sur les revenus touchés. Pardon, une quote-part, je dis n'importe quoi, un abattement. Tu vois, j'ai pas assez mangé de banane avant de me connecter. Donc, voilà, ça m'a pas choqué entre quote-part et abattement, en vrai, ça m'a pas choqué. Ouais, pour imager, tu vois, la société te verse 1000 euros de loyer. En fait, au niveau des impôts, tu serais imposé sur 1000 moins 34%, donc sur 660.
Ça, c'est si tu es locataire. Si tu es propriétaire, là, c'est du micro-foncier si tu n'as pas d'autres revenus locatifs. Et bon, après, je sens que je te saoule un peu, c'est de Non, non, technique. non, je rigole. En fait, je pense à la même chose. En fait, nous, en ce moment, on a l'audit légal, tu sais. Et il y a mon commissaire aux comptes et mon expert comptable qui s'envoient des emails et je comprends rien. Tu sais. Genre, est-ce que je peux avoir ils s'envoient les dossiers de travail, mais du coup, ils se parlent je veux les diligences du cycle, machin, chouette. Voilà, c'est rigolo. Il y a beaucoup d'indépendants qui vont faire appel à un audit légal, qui vont faire un audit légal, ou c'est hyper rare, non? Non, c'est très très rare. Ouais, tu dois être dans une situation un peu particulière, mais Ah, moi, je non. suis pas indépendant, moi, du coup. Voilà, On, c'est ça. on emploie une dizaine de salariés, on a des investisseurs, il faut absolument qu'on ait un Voilà, commissaire aux comptes. exactement. Dans ce cas de figure-là, ça s'explique. Mais non, quand on est consultant indépendant, il n'y a pas d'obligation légale à avoir un Ouais. audit. Ah non, non, mais on pourrait le faire. Je me demande, je me demande même c'est quoi les raisons de le faire quand tu es en SASU, quoi. Quand tu as plusieurs associés, c'est intéressant d'avoir finalement un tiers qui s'occupe d'auditer les comptes et qui rassure tout le monde, quoi. Mais quand tu es tout seul, je vois pas trop l'intérêt. Tu n'as pas l'intention de vendre ta société plus tard. Exactement. Non, tu n'as pas besoin quand tu es en SASU. Il n'y a pas de raison. Ouais, pas de Euh, raison. Pierre nous demande si on peut provisionner, si on peut faire des provisions. Oui, oui, on peut faire des provisions. Il faut pouvoir les justifier. Donc, les provisions, ça permet de soit baisser, il y a plusieurs types, soit baisser, par exemple, du chiffre d'affaires. J'ai facturé, mais en fait, je suis pas payé. Je pense que le client va pas me C'est les payer. créances douteuses, ça, hein. Ouais, mais ça rentre dans ces catégories-là. En gros, grâce à ça, on va dire, OK, en fait, mon chiffre d'affaires, il va pas être strictement à ce que j'ai facturé, mais on va déprécier parce qu'il y a de fortes chances que je sois pas payé sur telle ou telle facture. Pareil, au niveau de dépenses, si j'estime que ma société encourt un risque et que je veux anticiper ce risque-là de charge qui va me tomber dessus, je peux provisionner sur et rajouter une charge, entre C'est guillemets, bon. sur le compte de résultat. Donc voilà, après, c'est des calculs à faire et ça, on ne provisionne pas pour provisionner. Il faut que la situation le permette, quoi. J'essaie d'avoir l'attention de mon objectif pour qu'il me refasse le focus. Attends. Ah, c'est bon, t'es pas flou du tout. Si, j'étais complètement flou. Qu'est-ce que je disais? Ok, provisionner. Ça arrive aussi des fois qu'on oublie de provisionner des charges. Tu vois, par exemple, si on paye la facture du comptable un peu après la date, des fois, elle est pas écrite sur le bilan, elle est écrite sur le bilan d'après, quoi. Donc, il faut pas oublier de provisionner toutes les charges aussi, hein. Oui, oui, oui. En fait, là aussi, en fait, il y a plusieurs types de comptabilité dans la technique, mais la plupart, vous êtes en comptabilité d'engagement. Donc, en fait, il faut comptabiliser le chiffre d'affaires et les dépenses en fonction du moment où est réalisée la prestation et pas au moment où ça passe sur les comptes en trésorerie. Ouais. Donc, il y a tout un tas comme ça de dépenses qui vont peut-être passer sur le début d'année suivante, mais qu'en fait, il faut rattacher sur l'exercice qu'on va clôturer en fin d'année. Donc, Quand ça tu peut parles. être, par exemple, euh, Ouais. le bilan comptable qui va être facturé tout début janvier, alors qu'en fait, il correspond à une mission de 2023. C'est Voilà. ça. Ça, Alors, c'est à provisionner. le comptable, normalement, il oublie pas de se provisionner tout seul, mais par exemple, il peut y avoir la complémentaire santé, il peut y avoir d'autres choses qu'on peut oublier Exactement. facilement, quoi. Également, les charges sociales. Ouais, charge sociale. Ouais. Les charges sociales, notamment si on est travailleur non salarié, si on est TNS, donc en URL, vu qu'il y a un décalage temporel entre le versement de la rémunération et le paiement des charges sociales dues sur la rémunération. En fait, il peut y avoir un an et demi de décalage. Donc, en fait, dans les comptes, on va provisionner le paiement des charges sociales pour les faire apparaître sur le résultat lié à la rémunération en question. Donc là aussi, c'est le rôle de l'expert comptable quand il va faire vos comptes, de bien provisionner les charges sociales liées à la rémunération que vous allez vous prendre. Et donc, on en parlait en intro, mais sur la partie rémunération, voilà, ça va être le moment là sur la fin d'année d'optimiser le bon montant avec des modalités un peu différentes en fonction des statuts. Si on est en SASU,
il va falloir absolument anticiper une fiche de paye en novembre ou en décembre, pour ceux qui clôturent au 31 décembre. Parce que si on veut faire une fiche de paye rectificative depuis le mois de janvier ou février ou mars de l'année suivante, ça va générer des pénalités au niveau de l'URSSAF et très souvent des erreurs. Et derrière, c'est très compliqué de gérer ça avec l'URSSAF pour réparer les erreurs. Donc voilà, on évite absolument de faire des fiches de paie rectificatives. Et donc, en SASU, pour augmenter la rémunération et baisser le résultat, il va falloir anticiper sur novembre-décembre une fiche de paie qui va peut-être être un peu plus exceptionnelle par rapport au salaire que vous aviez l'habitude de vous prendre. Donc ça, il faut absolument l'anticiper là sur la fin d'année. En EURL, on a un peu plus de latitude puisque on va déclarer la rémunération du gérant de 2023 simplement sur une déclaration en avril-mai au moment de votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, en fait, on va pouvoir passer des écritures comptables en janvier, février, mars, au moment où on va réaliser votre bilan, qui vont impacter le compte de résultat de 2023. Donc, on a un peu plus de liberté, un peu plus de temps pour choisir et optimiser la rémunération du gérant en EURL. Alors qu'en SASU, on ne peut pas le faire, quoi. Il faut vraiment la fiche de paye avant le 31 décembre. Zacharia, je vais prendre ta question juste après, mais pour revenir, Laurent, sur les charges mixtes, tu mentionnais tout à l'heure, pour concrétiser, ça peut être l'abonnement téléphonique 4G, ça peut être le Spotify, ça peut être la connexion Internet à la maison. À quel moment, comment on tranche sur est-ce que c'est de l'abus de biens sociaux? Tu vois, par exemple, si je prends un forfait téléphonique pour mon activité pro et que je ne l'utilise pas le week-end, est-ce que je dois être décoté 5 jours sur 7, des choses comme ça? Comment on met les curseurs? Parce que j'ai l'impression que chacun fait un peu comme il le sent, quoi. Ouais, alors, déjà, il faut avoir un recul critique sur les différents montants. Quand on parle d'un abonnement téléphonique ou d'un abonnement Internet, ce n'est pas des montants énormissimes. Donc, si on passe 100% de ces montants-là, on ne court pas de risque. Après, si on veut vraiment faire les choses dans les règles, souvent, on va prendre 5/7. 5 jours sur 7 dans la semaine, j'utilise mon abonnement téléphonique et mon abonnement Internet. Et bon, dans les faits, si on passe 100%, vu les montants, en fait, il n'y a pas de risque de requalification. Ouais, ok. Et Zaka demande, est-ce qu'il y a un contrat qui est obligatoire pour récupérer un pourcentage de son loyer? C'est pas forcément le cas, on n'a pas besoin de se signer un bail tout seul. Si, il faut se faire un bail. Après, c'est juste un justificatif, c'est un bail envers soi-même. Donc, c'est très facile à faire. Nous, on a des modèles qu'on donne à nos clients. Ok. Mais ouais, en cas de contrôle, ils vont vous demander un justif, donc un bail. Ok. Ça me fait penser, pour conclure peut-être sur la partie frais mixtes, parce qu'il y a certaines choses à savoir, notamment, il y en a un qui est plutôt sympa, c'est les CESU préfinancés. Donc les CESU, c'est les chèques emploi-service universels. Ça vous permet de payer tout ce qui est aide à la personne. Sachant qu'ils ont élargi la définition d'aide à la personne il y a 2-3 ans. Donc on peut payer par exemple son coach de sport avec un CESU. Donc l'avantage du CESU préfinancé, c'est qu'on va pouvoir le payer directement via sa boîte. Ils ont augmenté le plafond. Maintenant, le plafond, il est à 2103 € de mémoire. Et donc, ça en fait des jours de ménage, ça. C'est pas mal. Tu peux quasiment payer la moitié du ménage. Si tu t'en sors avec 200 €, 2000 € à l'année de ménage, ouais, ça passe bien. Tu peux faire. Ouais, la nounou, le ménage, le prof de sport, on peut en trouver. Et donc, l'intérêt, c'est que ça passe directement dans les charges et il n'y a pas forcément besoin de trouver un lien avec son activité pro. Vraiment, les CESU, ils sont pour vous et vous en faites ce que vous voulez derrière. Ouais, c'est un avantage salarié, en fait, les CESU. Exactement. Mais c'est par rapport à ce qu'on peut retrouver quand on est salarié, ticket resto, chèque cadeau, chèque vacances. En fait, tout ça, il faut avoir des salariés pour pouvoir en bénéficier. Donc, quand on est consultant indépendant sans salarié, on est coupé de ces dispositifs. Or, les CESU préfinancés, c'est la rare chose qu'on peut mettre en place et qui ne nécessite pas d'avoir un salarié. Donc, c'est assez cool à faire. Et là aussi, il faut l'anticiper. Ouais. Et pour ceux qui commenceraient leur activité d'indépendant, petit tips, on a cette limite de 2100 €, mais c'est par année civile. Donc, si vous avez un premier exercice comptable à cheval sur 2 années civiles, je sais pas, je démarre mon activité au 1er septembre 2023 et je la clôture au 31 décembre 2024.
en fait, je vais pouvoir passer 2100 euros de CESU préfinancé sur 2023 et 2100 euros sur 2024. Ouais. Petite astuce. Une des dernières grosses charges, ça peut être finalement les contrats santé, les complémentaires santé, hein, le dispositif Madelin. Le dispositif Madelin, on est éligible que quand on est TNS ou quand on est mandataire social aussi? Alors, quand on parle de Madelin, en effet, c'est que quand on est TNS. Donc, c'est gérant majoritaire de URL, SARL, ou quand on est entreprise individuelle, que ce soit micro ou au réel. Micro, ça n'a pas trop d'intérêt puisqu'on ne peut pas déduire ses charges. Mais voilà, si on veut mettre en place un contrat complémentaire en micro, il y a l'appellation contrat Madelin. Mais donc, ouais, quand on parle de Madelin, c'est que pour les TNS. Mais quand on est assimilé salarié, donc quand on est en SASU ou SAS, on peut intégrer une mutuelle sur la fiche de paye aussi. Ouais. Donc voilà, c'est pas du Madelin, c'est autre chose, mais bon, on retrouve la possibilité de déduire la mutuelle de sa boîte. Les complémentaires santé, en vrai, ça peut représenter des gros budgets, hein. Ça peut vite monter à 250 euros par mois en fonction des garanties qu'on prend, hein. Exactement, oui, c'est vrai, c'est vraiment l'intérêt quand on est indépendant, c'est qu'on peut choisir son contrat mutuel en fonction de son réel besoin. Ouais. Et en plus, voilà, on le fait supporter sur sa boîte. Donc, si on ne l'a pas fait, c'est vraiment quelque chose à faire, quoi. C'est une des premières optimisations à faire quand on crée sa boîte. Voilà, prendre un contrat Madelin sur la couverture santé, également sur la couverture prévoyance. C'est ultra important. Donc, la prévoyance, pour vous définir un peu, c'est tous les revenus de substitution qui vous sont versés en cas de coup dur de la vie. Donc, en gros, décès, invalidité ou maladie. Donc, dans ces trois situations, on aura des revenus de versés. La prévoyance, c'est elle Notamment qui sur la s'active partie aussi. maladie. Moi, par exemple, j'ai eu un accident de la route, un AVP, et pendant 3 mois, je travaillais pas. C'est la prévoyance qui s'est activée qui a payé les choses. Exactement, ça c'est hyper important. Ça va très vite en vrai d'en avoir besoin, hein. Ouais, on se pense à l'abri, mais parce qu'en fait, avec vos cotisations classiques que vous payez, les 45% quand vous êtes en URL, vous avez une couverture prévoyance, mais c'est vraiment la couverture un peu minimale, celle qui est prévue par la sécurité sociale, les indépendants. Mais le montant des indemnités journalières qui vous seront versées si vous arrive quelque chose vont très certainement pas suffire à couvrir votre train de vie. Donc, il faut absolument mettre en place des contrats complémentaires prévoyance pour améliorer le montant d'IJ, d'indemnités journalières qui vous seront versées. Donc là aussi, c'est une des premières choses à faire quand vous créez votre boîte, bien mettre en place un contrat complémentaire prévoyance. Donc le dernier contrat complémentaire, ça peut être un contrat retraite. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'optimiser en fin d'année. Vous pouvez abonder de l'argent sur le contrat retraite et qui va passer dans les charges, donc qui va baisser votre résultat. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez voir avec votre assureur directement. Donc, si vous avez un contrat complémentaire sur la partie retraite, voilà, prenez rendez-vous avec lui. C'est typiquement le genre de choses que vous devez voir sur la fin d'année. Du coup, il y a une dernière question. Alors, elle apparaît pas, je peux pas la mettre à l'écran, mais c'est Idrissa, hein, qui demande est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un comptable quand on est en micro-entreprise? C'est pas le cas, hein. Non, en micro. Alors déjà, il n'y a pas d'obligation légale à avoir un expert comptable quand on est consultant indépendant en société. Donc, même si on est en EURL ou en SASU, c'est pas une obligation. C'est plutôt recommandé, mais c'est pas une obligation en soi. Et en micro-entreprise, non, ça sert à rien parce que le format est tellement simple que normalement, vous êtes autonome pour faire vos déclarations vous-même. En fait, il y a une déclaration par mois ou par trimestre du chiffre d'affaires encaissé. Donc, le chiffre d'affaires encaissé, il n'y a même pas de recalcul ou de retraitement. C'est ce qui tombe sur votre compte professionnel ou le compte dédié à l'activité. Donc, le montant, vous l'avez, vous le déclarez, c'est ultra facile. Et après, il y a la déclaration d'impôt sur le revenu au mois d'avril-mai. Mais là, c'est 2 cases. Donc, vous avez l'information très facilement sur Internet, normalement. Et c'est le chiffre d'affaires encaissé sur l'année. Donc, là encore, c'est un montant facile d'accès. Il n'y a pas besoin d'un expert comptable pour ça. Là où on peut avoir besoin d'un expert comptable, ou d'un accompagnement en tout cas, quand on est micro-entrepreneur, c'est à partir du moment où on doit faire des déclarations de TVA. Parce qu'au démarrage, en micro, on est en franchise de TVA, mais il y a un seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour rester en franchise.
Et ce seuil, il est à 39 100 euros. Donc voilà, une fois qu'on dépasse les 39 100 euros, là, on doit facturer avec de la TVA et donc reverser la TVA collectée aux impôts. Donc pour faire le calcul de la TVA, là, parfois, ça peut être bien d'être accompagné. Mais là encore, on est sur un format de TVA qui est plutôt facile à faire. Donc, on peut très bien être autonome pour faire sa déclaration de TVA quand on est en micro-entreprise. Il y a une dernière question, après on va aller manger tous ensemble. Emmanuel nous demande si les charges sur les montants, c'est quoi les charges finalement sur les montants déposés sur une complémentaire retraite. Alors le Madelin ne s'applique pas sur la complémentaire retraite. Hein. Ouais, non, c'est Perco, c'est notre nom. Perco. Et donc du coup, quand on utilise une complémentaire retraite, ça compte quand même comme une rémunération du dirigeant, mais il n'y a pas de cotisation sociale ou c'est pas les mêmes, c'est ça? Alors, s'il y a une partie, vous allez devoir payer des cotisations sociales et le montant à abonder est plafonné. Si on dépasse, alors j'ai plus les montants en tête, c'est vraiment des questions d'assureur ça. Ouais. Si on dépasse un certain montant, malheureusement, on aura à payer de l'impôt dessus et c'est contre-productif. Ouais. Donc, il faut faire attention aux montants sur lesquels on va abonder. Et on paye toujours la CSG. Personne n'échappe à la CSG. Ouais, ça, il y en a partout. Ok, c'était cool. Est-ce que tu as... Alors du coup, effectivement, hein, le Number In Situ, vous retrouvez pour un apéritif, bien sûr, le 28 novembre, à partir de 18h30, au 28 rue Thiers à Lille, au bar le 28 rue Thiers à Lille. Donc, si vous êtes là encore dans le chat et vous avez envie de prendre plus de temps... Laurent, tu seras là, toi, ou pas? Non, malheureusement, non. J'étais sur l'édition lyonnaise. Et ce sera Fabien, du coup, qui vient? Ce sera peut-être Thomas et Maxime. Je ne sais pas si tu les connais. Non, pourtant j'ai eu beaucoup de comptables chez Number, donc c'est quand même voilà. Mais du coup, après, toi, tu es à Toulouse aujourd'hui, hein? Non, là aujourd'hui, je suis à Paris. Je serai à Toulouse demain. Si vous voulez connaître mon agenda. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vis à Toulouse, tu vas pas faire. Tu aurais fait le déplacement spécifiquement à Lille pour ça, quoi. Ah, ben non, j'ai trahi ma patrie. En fait, je suis d'Auch, du Gers, donc pas loin de Toulouse, mais je vis à Paris. Ah bon, d'accord. Donc, d'où l'accent qui peut laisser à penser que. Ouais, mais d'où les moulures aussi, hein, donc c'est ok. Hein. C'est vrai, voilà les moulures, toutes les explications. Et donc voilà, ok, c'est cool. Et donc le 28, inscrivez-vous tout de suite là maintenant si vous avez envie de venir. Vous pouvez participer. Il y aura à manger, il y aura à boire. Tout le monde sera content de vous voir, c'est cool. Et vous pourrez poser vos questions, bien sûr, avec les représentants du chapitre lillois de Number. Hop. Je vais essayer de finir dans la lumière. C'était cool. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Dernier message, non. Déjà, merci. Déjà, remercier toutes les personnes présentes et les différentes questions. C'était vraiment cool de pouvoir échanger directement avec vous. Et ça a rendu l'exercice ultra interactif. Donc ça, c'était vraiment cool. Merci à tous. Et puis, pour les petits curieux, pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur Number, vous pouvez dire que vous venez de la part d'In-Situ parce qu'il y a un tarif négocié. Donc voilà, ça permettra de montrer que In-Situ aussi fait des choses pour vous et négocie des choses avec des acteurs du freelancing. Donc tout le monde le fait pas, donc c'est plutôt cool à mentionner et à mettre en avant. Alors effectivement, il y a eu quand même des questions. Le replay sera disponible là tout de suite sur LinkedIn, sera disponible. Et en vrai, le player LinkedIn, il a bugué énormément. Il y a des questions qu'on n'a pas reçues dans l'outil, etc. Donc on a eu des questions malgré le fait que LinkedIn n'ait pas fonctionné correctement aujourd'hui. Donc c'est vraiment, en vrai, c'était cool. L'engagement était chouette, les gens étaient chouettes. Merci pour vos questions. Oui, alors Jérôme est belge, du coup il met le seum sur la Coupe du Monde de rugby. Qu'est-ce que j'allais dire ? Le prochain webinaire d'In-Situ, c'est le 24 novembre. Vous pouvez forcément suivre la page In-Situ Freelance et suivre les autres pages pour avoir les webinaires au fur et à mesure qu'ils sont annoncés. On en fait toutes les 3 semaines. Mais le prochain, on va parler de craft avec 2 invités qui sont passionnés. Et surtout, alors le truc intéressant, c'est qu'ils ne se connaissent pas du tout. Xavier, il habite à Lyon et il fait du craft d'une certaine façon. Et Gabin, il habite à Lille et il fait du craft d'une autre façon. Donc voilà, il y en a un qui préfère le vin rouge, l'autre qui préfère la bière. Vraiment, on va essayer d'avoir un débat un peu plus éclairé que d'habitude. Et j'ai pas préparé le webinaire
avec les deux en même temps. Je les ai préparés avec les deux séparément. Donc je sais sur quel points ils sont pas d'accord. Donc venez à ce webinaire clivant sur ce sujet fascinant et beaucoup plus technique. Ouais, tu crois que c'est un sujet plus technique ou pas que la clôture comptable et le craft? Est-ce que c'est lequel des deux est le plus technique? En vrai, les deux seront très techniques. Le craft, c'est quoi? Le craft, c'est de la bière, non? Non. Tout à fait. Elle est bien. Non, elle est bien. En plus, j'ai mis l'emoji bière dans le texte défilant en bas. Allez, je t'ai piqué la blague, en vrai. Le craft, c'est un ensemble de méthodes. C'est un ensemble de méthodes logicielles. C'est un peu un mouvement, un peu comme le mouvement DevOps, pour améliorer la qualité du logiciel, la qualité des logiciels de manière générale, ou de la pratique du logiciel, j'ai envie de vous dire. Vous verrez qu'en fait, c'est assez vaste comme sujet. Le troll, c'est que les gens qui font du craft ne font pas de bugs. C'est du zéro bug garanti. Voilà. Si Jérôme, tu fais des bugs, viens étudier avec nous le craft, tu verras, tu feras plus de bugs après. Voilà. Laurent, tu crois qu'on peut ne plus faire de bugs ou pas? Je sais pas. C'est une utopie, non? Moi, j'ai trouvé, alors pour avoir préparé les interviews, j'ai trouvé qu'il y avait un truc intéressant, c'est qu'ils aiment sincèrement le code legacy. Tu sais, le logiciel qui est en production depuis longtemps. Les devs, ils préfèrent prendre du code tout neuf où ils ont tout écrit eux-mêmes, tu vois, aller taper du vieux code qui existe. On se plaint toujours de notre legacy. Et ben les crafteux, ils aiment bien leur legacy, quoi. Bullshit, nous dit Jérôme. Ok, c'est cool. Merci beaucoup. Pensez à discuter avec les consultants, les BizDev de In-Situ qui sont dans le chat. Ils sont présents dans toutes les villes de France. Hein, on les a mentionnés au tout début. Hein. Il y a Lille, il y a Lyon, il y a Nantes, il y a Valence. Et il y a aussi Alice Braque avec qui vous voulez parler de portage salarial. Et merci encore à tous d'être venus. À bientôt. Au revoir. Salut Damien. On fait la sortie.